Et je vais laisser la parole à Éric Allaire de Créteil qui va nous présenter les résultats cliniques et hémodynamiques du traitement par embolisation et chirurgie directe des dysfonctions érectiles par fuite caverno-veineuse. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers compagnons, Monsieur le Ministre, d'abord je voudrais dire que c'est dans cette académie, dans cet amphithéâtre, que Hélène nous a mis en contact, Ronald et moi, il y a 4 ou 5 ans, je ne sais plus, et me demandant si je connaissais un chirurgien vasculaire qui voudrait s'intéresser à la dysfonction érectile. J'ai dit non, je ne connais pas. Et Ronald m'a fait découvrir une maladie qui sont les fuites caverno-veineuses que je ne connaissais pas. Chirurgien vasculaire, professeur d'université, directeur d'unité CNRS sur les vaisseaux, j'avais l'impression de connaître à peu près tout des vaisseaux. Eh bien, je ne connaissais pas ce qui affecte probablement 500 000 hommes dans un pays comme le nôtre. Et c'est dire le défaut d'enseignement dans ce plaidoyer magnifique que Ronald Virac vient de faire. C'est dire aussi que l'Académie a été l'occasion d'une rencontre depuis très fructueuse, mais qui doit se propager en fractal. Alors je ne suis plus à Créteil, je suis à Paris depuis 1 an, mais peu importe. Ronald a bien insisté sur les conséquences de la dysfonction érectile qui sont en nombre, mais également en lourdeur. Tout à l'heure, mon assistante m'a dit tu auras un appel d'un jeune homme de Londres qui est en larmes. Ça fait 3 ans qu'il va de centre en centre parce que tous les médicaments sont inefficaces, etc., etc. Il y a 9 chances sur 10 pour qu'on lui trouve une fuite caverno-veineuse. C'est bien qu'il ait trouvé ça avant que, en tout cas la piste, en tout cas j'espère que nous pourrons lui rendre service, avant qu'il ne se soit suicidé. Et il y a une vraie question de société qui est aussi une question d'épidémiologie, qui est quel est le rapport entre la dysfonction érectile du sujet jeune et la surmortalité par suicide par rapport aux femmes dans cette tranche d'âge. On peut associer également les addictions, les conduites dangereuses, les conduites agressives. Un peu plus tard, c'est la paternité qui est en jeu. Aller dans un centre de fertilité, je l'ai fait, demander quelles sont leurs prises en charge des dysfonctions érectiles. La paternité. Les addictions, pareil. 45 ans, mon vieux, c'est le burn-out, vous commencez à vieillir, on contre la dépression, les addictions, la mortalité précoce, etc., etc. Je crois Ronald a fait, je pense, un topo merveilleux et qu'il soit à la base d'un renouveau dans notre pays, mais aussi dans le monde. Et, Monsieur le Ministre, ça sera peut-être une question à débattre. Il est parti. Alors, les traitements de la dysfonction érectile, Ronald a mis au point les injections intracaverneuses de papaverine. Ça a été le premier traitement. Ça a été une révolution. Ensuite, il y a eu le sildenafil, une autre révolution, absolument fantastique, hein, ne nous trompons pas, mais qui a eu ces 2 conséquences que Ronald a bien soulignées. La première, c'est de dire, ok, le problème est résolu. Donc plus de recherche, plus d'investigation étiologique quant au mécanisme de la dysfonction érectile. Donc une grande stagnation, il n'est qu'à voir les publications sur PubMed, année après l'introduction de médicaments. Et puis, le deuxième point, c'est la découverte qu'en réalité, il existe 30% d'insensibilité des dysfonctions érectiles aux inhibiteurs de la phosphodiestérase 5. Un patient sur 3 n'est pas traité par cette classe thérapeutique. Alors justement, chez ces patients
pour qui les médicaments ne sont pas ou peu efficaces, eh bien, si on fait une échographie Doppler, dans la moitié des cas, au moins, on trouve la cause, on trouve le mécanisme, on trouve une fuite caverno-veineuse, c'est-à-dire que le petit robinet de la baignoire fonctionne bien, c'est l'artère qui apporte l'eau, le sang dans les corps caverneux, et dans la métaphore, dans la baignoire, comme il le faut, c'est la fonction artérielle, mais la bonde n'est pas étanche, et le sang s'en va, vous pouvez, avec les médicaments, vous pouvez ouvrir comme vous voulez le système artériel, eh bien, la synthèse de tout ça est que le niveau d'eau ne monte pas. C'est très basique, mais je pense que c'est pas mal d'avoir pour les patients des idées extrêmement simples. Donc, un tiers de patients résistants, parmi ceux-ci, la moitié ont des fuites caverno-veineuses qui expliquent cette résistance. La chirurgie ouverte des fuites, on n'a pas le temps de détailler les modalités, il y en a de plusieurs magnifiques qui ont été décrites par Ronald. Ce savoir a disparu donc après l'introduction du Viagra, à nouveau parce qu'on a dit bah, c'est fait, et puis après par un certain discrédit qui a été jeté de manière un peu facile, et on a dit bah, ok, bon, en gros ça, soit ça sert à rien, soit ça marche pas. Alors de fait, il est vrai que quand on regarde dans la littérature, et nous l'observons aussi, il y a des échecs, c'est certain. Ces échecs, pardonnez-moi, sont volontiers précoces. Vous voyez en haut un cavernoscanner avant une chirurgie, et vous voyez dans l'image de droite l'absence d'opacification du corps spongieux, hein, qui est... pardon, excusez-moi, je cherche la flèche, je suis trompé. Bon, je n'y arrive pas, mais enfin, vous voyez ici l'absence d'opacification du corps spongieux. Vous voyez 3 mois après la chirurgie, une opacification massive du corps spongieux. Merci. Donc il est clair qu'il y a dans certaines circonstances, dans ces interventions, des redistributions des flux, et que donc il y a en amont de l'intervention un énorme travail à faire pour ne pas se retrouver dans cette situation. Et c'est la base d'un travail que nous avons entamé au CETI, avec un diagnostic préopératoire rigoureux par échographie Doppler, et je reviendrai là-dessus, c'est un élément capital, il y a un vrai savoir-faire à répandre, donc c'est l'échographie Doppler qui fait le diagnostic de fuite veineuse, une cartographie veineuse préopératoire par cavernoscanner qui guide l'intervention, une technique opératoire, et nous avons décidé d'associer la chirurgie ouverte avec les embolisations par technique endovasculaire, et enfin, comme toujours, une évaluation post-opératoire et un suivi rigoureux pour savoir véritablement ce que l'on fait, où l'on va et vers quoi l'on peut progresser. L'échographie Doppler, je veux juste vous renvoyer à cet article que Hélène vient de publier dans la première version anglaise du Journal des maladies vasculaires, qui est un vade-mecum et un exposé technique rigoureux de cette méthodologie. Je peux dire que 9 sur 10 échographies Doppler que nous recevons ne sont pas techniquement rigoureuses. Les médecins sont bons, hein, c'est de très bons médecins vasculaires, mais il y a des choses qui s'apprennent et ça c'est pas enseigné, c'est pas de leur faute, c'est pas enseigné, donc il y a un effort d'enseignement à faire. Et en tout cas, le diagnostic, il vient de là. Le deuxième point, donc, c'est le cavernoscanner. Nous avons la chance, avec Pascal Ouette, d'avoir un radiologue qui s'intéresse à cela. Et vous voyez, alors, ici, vous voyez un cavernoscanner, vous voyez les clips post-opératoires, on n'en fait pas beaucoup. Vous voyez une érection parfaite, et vous voyez l'absence de fuite veineuse, par contraste, ici, au cas, je dirais, pathologique, l'absence d'érection, et une forêt de veines opacifiées parce qu'on a injecté du produit de contraste dans les corps caverneux et qui permet de tracer finalement le parcours des fuites et bien sûr au cours de l'intervention de les repérer. Et sur les coupes, on voit ici par exemple
une opacification du corps spongieux qui est anormale, qui signifie qu'il existe des communications entre la veine dorsale profonde et ce corps spongieux. Ici, on voit une veine circonflexe. On voit aussi, autre particularité, un dédoublement de la veine dorsale profonde. On voit une veine superficielle. Bref, cette cartographie préopératoire, évidemment, va guider la qualité de l'intervention chirurgicale. Alors, pour cette étude, nous avons sélectionné des patients porteurs d'une dysfonction érectile depuis plus d'1 an, résistante au traitement médical. Donc, concrètement, ce sont des hommes qui ne peuvent pas avoir de rapport sexuel avec pénétration avec tous les médicaments de la planète qui existent, sauf pour 10% d'entre eux avec des injections. Donc, des formes extrêmement sévères. Donc c'est ce que traduit le score d'érection induit par pharmacologie, pas spontané, donc avec une drogue très puissante, inférieure à 3, donc pénétration impossible. Pas d'atteinte artérielle ou neurologique significative, c'est-à-dire que ce sont des veineux purs, pas de pathologie pénienne haute, pas d'antécédent de chirurgie pénienne, une compliance au suivi, un refus d'implant pénien, ça nous semblait important, et un consentement éclairé signé. 45 patients consécutifs, vous voyez 90%, aucun rapport sexuel possible, quelles que soient les drogues utilisées, et vous voyez la fourchette d'âge de 20 ans à 67 ans, avec 17% de diabétiques et évidemment peu d'atteinte ou pratiquement pas d'atteinte artérielle ou neurologique. L'intervention, comme je vous le disais, associe la chirurgie ouverte et la chirurgie ou les techniques endovasculaires. Vous voyez ici l'incision prépubienne qui est faite. On peut faire aussi une incision à la base du gland. S'il n'y a pas eu de postectomie au préalable, évidemment, on fait dans ce cas, dans le même temps, une postectomie, ce qui permet d'avoir un accès, d'une part, à la surface des corps caverneux et spongieux, et également de cet espace en avant du pubis dans lequel circulent de nombreuses veines. Vous voyez au milieu un aspect absolument dystrophique. Vous voyez cette veine dorsale profonde, mais également ces ramifications circonflexes, multiples. Donc c'est vraiment des malformations veineuses extrêmement complexes. Le primum movens, on ne le connaît pas, c'est une grande question pour les années à venir. Vous voyez ici les phlébographies que l'on fait pour les embolisations, à la fois des fuites superficielles ici, une qui se draine dans une veine iliaque et une autre vers le plexus de Santorini, puis dans les veines hypogastriques. Nous avons la chance de pouvoir faire cette chirurgie dans un environnement comportant en bloc opératoire une salle hybride. Donc ça nous permet de faire à la fin de l'intervention une cavernographie qui permet de détecter le cas échéant des fuites résiduelles et de les traiter. Donc à la fin de chaque intervention, il y a un test par injection de papavérine pour vérifier la qualité de l'érection et les voies de drainage qui auraient pu être omises lors de la chirurgie. Alors, le résultat, ça sont des moyennes. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin, c'est intéressant. C'est le score moyen d'érection, 2. On passe à 3 en moyenne. 3, on commence à pouvoir avoir des rapports avec pénétration. Tous les patients ont eu à 3 mois une échographie Doppler. On voit les fuites sur la veine dorsale profonde, les vitesses sur la veine dorsale profonde, qui signent tout simplement qu'on a retiré toutes les veines dorsales profondes, donc à peu près toutes les fuites. Et ce qu'on appelle un score veineux, c'est-à-dire la somme des anomalies veineuses, qui est très fortement diminuée 3 mois après la chirurgie. Les complications, il y en a. Nous avons eu 2 embolies pulmonaires, ce qui n'est pas rien au début de l'expérience. L'une, un patient qui a pris l'avion 5 jours après l'intervention pour un vol de 7 heures, donc maintenant c'est pas d'avion avant 15 jours ou 1 mois. Et puis, de toute façon, nos patients avaient depuis le début une épargne de bas poids moléculaire en post-op. Et un autre qui s'est vu découvrir ensuite une mutation hétérozygote du facteur 2 de l'hémostase. Donc c'est dire que c'est quand même une vraie prise en charge médicale qui doit être extrêmement rigoureuse et encadrée, et une douleur à l'érection qui persiste au-delà de 12 mois, pardonnez-moi pour le S. Bon. Les résultats fonctionnels, on les a vus. Alors on a décidé de présenter ça un petit peu comme la chirurgie artérielle. Vous savez, un chirurgien vasculaire, c'est connu pour réopérer, n'est-ce pas? Et donc, nous avons souhaité présenter les choses ainsi, c'est-à-dire un taux de succès primaire
qui est à 14 mois, c'est le recul dont nous disposons, qui est de 73%, et secondaire après 4 ou 5 réopérations, 81%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi cette population d'hommes qui ne pouvaient avoir de rapport sexuel, eh bien 14 mois après, 81% d'entre eux peuvent avoir techniquement des rapports sexuels. Ça ne veut pas dire qu'ils en ont, ça veut dire que techniquement ils le peuvent. Reste bien d'autres problèmes à régler, et c'est tout l'objet pluridisciplinaire de la prise en charge. Et vous voyez que 3 patients ont pu bénéficier d'un implant, ce qui veut dire que, ces patients qui ne le souhaitaient pas, finalement, ont réfléchi, ont reconsidéré la question, et deuxièmement, ça veut dire qu'on peut tout à fait techniquement implanter ces patients ensuite en cas d'échec. Donc la chirurgie ouverte et endovasculaire pour dysfonction érectile par fuite caverno-veineuse permet dans 80% des cas le rétablissement ou l'établissement de rapports sexuels avec pénétration à 14 mois, un tiers de ces patients sans médicaments. Insistons sur l'approche multidisciplinaire pour ces patients, l'importance de la caractérisation de la pathologie avant l'intervention, et en termes techniques opératoires, la neutralisation la plus complète des retours veineux. Merci de votre attention. Merci mon cher collègue, merci Eric de cette présentation. Donc on va ouvrir le débat sur ces communications présentées par Ronald d'une part et par Eric d'autre part sur ce que vous nous avez présenté comme un véritable drama grec, c'est-à-dire la dysfonction érectile. Oui, mon cher président. Vous féliciter tous les deux parce que on sent que vous avez une grosse expérience dans le domaine et vous avez décrit toutes les principales caractéristiques et les difficultés qu'il y a dans le traitement de cette maladie. Et alors, un des problèmes, et vous avez bien noté, c'est la simplification du traitement. Moi, je me rappelle, ayant commencé l'urologie dans les années 70, on avait voulu mécaniser la dysfonction érectile avec tous les troubles vasculaires, l'insuffisance veineuse, la fuite veineuse, et on s'est tous mis en France à faire l'artérialisation de la veine dorsale de la verge, la ligature avec l'opération de Lou, la ligature des veines. Et puis est apparu le Viagra, qui a simplifié tellement, on s'est dit, mais on a fait fausse route, c'est pas possible. Donc plus personne, ou très peu d'équipes ont continué à faire cette chirurgie. Et actuellement, on voit reprendre justement par des gens très sérieux ce problème, et on a l'impression qu'on redécouvre quelque chose qu'on avait découvert il y a 40 ans, mais on n'a toujours pas c'est tellement multifactoriel qu'on n'a pas vraiment de réponse, et on se demande est-ce qu'on doit reprendre le même processus chirurgical qu'on a pris il y a 40 ans avec des succès qui étaient quand même assez limités, hein. Donc c'est vraiment très difficile, c'est multidisciplinaire, et effectivement je pense que beaucoup d'urologues à qui on adresse ces patients ne sont pas intéressés, donc effectivement on tourne en rond un petit peu, et je crois que c'est bien d'avoir des équipes qui soient très, très compétentes dans le domaine, mais la tâche est quand même vraiment difficile. Alors c'est un problème extrêmement important, effectivement, c'est la qualité de la vie, mais je ne sais pas si on va recommencer à faire ces chirurgies d'insuffisance veineuse ou de fuite veineuse. Je laisserai Eric commenter sur le développement de la chirurgie vasculaire. Mais pour te répondre, Xavier, je sais que Max s'était beaucoup intéressé, du Bernard s'était beaucoup intéressé, puisqu'il avait créé une antenne. Alors, il faut sérier les problèmes. C'est pluri- ou multidisciplinaire comme on veut, mais notre but, c'est de faire bander les gens. C'est-à-dire que la première étape avait été franchie par l'injection intracaverneuse qui permettait de donner des érections à peu près à 90% des gens qui venaient nous voir, quelle que soit l'étiologie, psychologique, organique, etc. Même chose avec le Viagra, mais on a baissé la performance du Viagra, on dit 30%, c'est peut-être, moi je pense que les échecs sont plus importants. Il n'empêche que la démarche pluridisciplinaire, elle est indispensable, mais elle est simplifiée. Tu disposes aujourd'hui d'un bilan endocrinien simple,
du test d'érection provoquée avec échographie, d'où notre effort de former, et Hélène Sussman s'y emploie puisqu'elle était présidente de la RMV Paris, et on a interviewé ça également, on a mis en œuvre le syndicat de médecine vasculaire, la Société française de médecine vasculaire, c'est de former des gens capables de faire ce diagnostic avec l'échographie. Et après, s'ils ont besoin d'être opérés, on va pouvoir aller plus loin dans l'évaluation. Si on a éliminé déjà l'élément du fait qu'on peut arranger l'érection par un traitement médical, on va les aider au besoin avec l'aide d'un psychologue ou d'un sexologue s'il y a une anxiété de performance trop importante, et encore c'est rare, mais ils vont être traités. Et alors il y a ceux qui vont revenir, c'est ceux, je ne vais pas rester avec un traitement comme ça toute ma vie, donc on va leur faire une exploration plus importante, mais elle est relativement simple. Ce qui est nécessaire, c'est la volonté que les services, qu'ils soient d'urologie ou de vasculaire ou d'endocrinologie comme les diabétiques, mettent des unités capables d'explorer le malade. Je ne veux pas être trop long. Je ne peux que, évidemment, redire ce que Ronald vient de dire. Moi, j'ai été tout à fait frappé par la qualité, l'imagination et la fécondité des travaux qui ont été effectués avant l'ère du Viagra. C'est absolument phénoménal. C'est une littérature vers laquelle on peut se tourner et c'est formidable. Maintenant, en pratique, là où nous sommes, je crois qu'on peut peut-être réfléchir ensemble à pouvoir proposer un schéma simple. Parce que quand les choses sont compliquées, il faut les rendre simples. Un patient qui a une dysfonction érectile qui résiste à un traitement médical doit avoir une échographie Doppler effectuée dans de bonnes conditions avec un standard qui permet effectivement de faire les diagnostics nécessaires. Je crois que si dans notre pays et ailleurs d'ailleurs sur la planète on arrive à ça, mais on va quand même faire un progrès absolument considérable. Le deuxième point, mettons le cavernoscanner, non pas entre parenthèses, mais je crois que c'est quelque chose qui est peu contestable. Parlons maintenant de la chirurgie. La chirurgie que je fais, elle dure 3 à 5 heures. C'est pas la ligature, la veine dorsale profonde. Soyons bien d'accord. Et ça nous renvoie à la physiopathologie de ces fuites qui n'est pas connue. Et c'est encore un chapitre à ouvrir et qui sera absolument passionnant et pas connu. Probablement, il y a des défects de l'albuginée qui sont à l'origine de ces fuites. Elles ne viennent pas de nulle part, ces fuites. Mais soyons logiques. Vous avez un sac qui fuit par des tuyaux, vous liez les tuyaux, après quelle que soit la paroi, si le sac est continent, vous êtes assez content. Et si ça dure, vous êtes aussi content. Et je peux vous assurer que le gamin qui n'a jamais bandé, qui a 20 ans et qui arrive en consultation 6 mois après en faisant ça, les théories sur l'albuginée, il s'en sert de quelque manière. Mais bien sûr qu'il faut continuer tout ça, mais je crois qu'il faut être pragmatique parce qu'il y a une telle détresse, il y a une telle capacité de diagnostic, et actuellement, quelles qu'en soient les imperfections, il y a un traitement qui apporte 70 à 80% de succès à 14 mois. Je crois qu'il faut regarder les choses. Il faut discuter, mais il faut regarder les choses. Alors, c'est l'occasion d'ailleurs de vous dire que l'Académie de chirurgie souhaite développer la communication auprès des patients. Et donc, nous réalisons maintenant des clips vidéo qui font 3 à 4 minutes, et sur des sujets qui méritent d'être mieux connus des patients. Donc Ronald, tu vas passer à la télé, si j'ose dire, à la fin de cette séance, pour répondre à 3 questions, etc. Alors moi j'en ai une là. Et je voudrais savoir, qu'est-ce qu'il en est des tutelles? Alors, que dit la HAS dans le domaine pour traiter le problème? Que dit la CNAM? Tu as évoqué la CNAM. Est-ce qu'il y a des actes qui sont remboursés, des actes d'imagerie, de chirurgie? Elle ne dit pas grand-chose.
il y a des actes remboursés, mal, la chirurgie, il peut en parler parce que je ne sais pas où on en est. Moi, j'ai arrêté depuis 4-5 ans grâce à Eric. Je ne suis plus en salle d'op. Les actes médicaux, les consultations, c'est misérable. À un moment, alors c'est l'équivalent, Hélène, je parle sous ton contrôle, c'est l'équivalent d'un Doppler des membres inférieurs, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire 69,83 €. Voilà. Un Doppler des artères de membres inférieurs, un quart d'heure à peu près. Un examen comme ça, 1h30. Donc c'est très peu. C'est très mal remboursé. C'est l'une des raisons qui éloigne beaucoup de médecins vasculaires de se spécialiser. Enfin là, on en a recruté 14 très rapidement, donc c'est pas mal. Et la Haute Autorité de Santé, elle a un point de vue sur la prise en charge des patients qui ont une dysfonction érectile. Et comment elle explique ça, enfin, Alors, c'est considéré comme une pathologie de confort. Et à un point, peut-être que d'autres ont plus d'informations, mais il y en a un qui m'avait beaucoup amusé, qui était de l'ancien ministère de la Santé, c'est qu'on avait décidé que les injections intracaverneuses, les infirmières pouvaient les faire. Donc on a vu ça dans certains centres médicaux, et c'était ni fait à faire, parce que c'est pas simplement d'apprendre à se piquer, ce qui prend exactement 2 minutes, c'est tout ce qu'il y a autour et à expliquer. Donc je pense qu'il y a toute une formation à faire, mais l'HAS ne s'y intéresse pas. Oui, je voulais revenir sur les vidéos patients. Ça me paraît une très bonne idée. Parce que lorsqu'on a développé la greffe hépatique, ça a été freiné au départ parce que les médecins s'y opposaient en disant c'est expérimental, etc. Et la presse nous a beaucoup aidé. D'ailleurs, Henri Bismuth avait une attachée ou attaché de presse uniquement pour ça, pour que les gens apprennent que la greffe hépatique, ça marchait. Et il y a eu des émissions aussi à la télévision disant que ça marchait. Je crois que c'est essentiel, effectivement, d'informer les patients. Alors, je voudrais reprendre effectivement, parce que l'une des missions de l'Académie nationale de chirurgie, c'est de transmettre effectivement le savoir. Or, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai cru comprendre à travers l'excellence de vos communications que c'était quand même un problème important, majeur, et qui finalement était très très mal managé. Moi, ce que je vous proposerais volontiers, c'est que je vais vous demander de travailler une nouvelle fois, mais que ce soit tous les deux ou avec les urologues Xavier ou les collaborateurs et les collaboratrices, vous puissiez établir, j'allais dire, une sorte de liste de recommandations en développant l'intérêt social présenté par cette affection qui est finalement très très peu connue. Ça, c'est le premier point. Et l'Académie nationale de chirurgie pourrait alors établir des recommandations qu'elle transmettrait à la HAS, qui, semble-t-il, dans le cas particulier, s'est jamais intéressé à ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a un certain nombre d'universitaires. Vous avez expliqué aussi qu'il serait peut-être nécessaire de développer, dans le cadre de la formation, on va dire, au niveau surtout du 3e cycle, mais peut-être même aussi du 2e cycle, mais du 3e cycle, des DU, hein, c'est ce que vous aviez mis. Pourquoi pas, là, il faudrait peut-être relayer, cette fois-ci, non pas au niveau de la HAS, mais au niveau de la conférence des doyens. Alors, il y a des associations chez les urologues et tout, qui serait nécessaire là aussi pour que le rouage, parce qu'il ne faut jamais que ces excellentes communications, si vous voulez, on se dit c'était extraordinaire, puis 6 mois après on n'a rien fait, et puis on ne bande toujours pas, si je puis dire. Donc c'est quand même, ce serait quand même un peu dommage. Donc vous voyez, je vous donne du travail tout en vous félicitant, et vous pouvez être sûr que l'Académie, alors vous prenez contact soit avec moi, mais surtout avec le secrétaire général ou avec Xavier Martin, le passe-président, ce sont des spécialistes, pour que ça ne reste pas lettre morte, pour faire un mauvais jeu de mots, voilà. Je vous remercie d'autant plus, et au nom d'Éric et d'Hélène ici présentes, c'est que c'était vraiment le but de ma communication. Objectif atteint. Merci. Oui, j'ai juste un commentaire, bravo pour tout ce que tu as dit, et je m'interroge juste sur le périmètre du DU.
Et moi, je suis frappé par ce que tu dis, c'est-à-dire la méconnaissance globale de la dysfonction érectile, mais je suis également frappé, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, sur le problème de l'éjaculation et le mécanisme de l'éjaculation. Et en particulier, et pourquoi je me suis intéressé à ça, c'est que les urologues disent encore que après une intervention sur l'adénome de prostate, il est normal de ne pas éjaculer. Et les urologues n'ont jamais, en général, essayé d'intégrer le fait que pour certains hommes, même âgés, d'avoir une éjaculation intégrale normale est quelque chose qui touche à leur représentation. Et quand on s'intéresse un peu à ça, on s'aperçoit qu'on ne sait quasiment rien sur le mécanisme de l'éjaculation, d'une part, et que d'autre part, aujourd'hui, il est possible de faire des chirurgies qui lèvent l'obstacle sous-vésical prostatique tout en diminuant considérablement le risque d'éjaculation, de perte d'éjaculation intégrale. Bref, ce DU que tu appelles de tes voeux, et tu as complètement raison, il ne faut pas qu'il s'intéresse qu'à la dysfonction érectile. Je crois qu'il y a tout un ensemble de la sexologie, d'un mécanisme sexuel de l'homme qui est aujourd'hui complètement sous-estimé et sous-enseigné, et qui a des conséquences psychologiques énormes. La dysfonction érectile, certainement, mais la perte de l'éjaculation chez certains hommes peut aussi avoir des conséquences importantes. Pour que dans 6 mois, on puisse Voilà. Merci de ton conseil. Le problème est tellement compliqué qu'on a essayé de faire simple, puis on a saisi une perche qui était offerte par Sorbonne Médecine, et rien ne nous empêchera dans un deuxième temps de l'étendre. Mais là, on a conçu un programme lié au développement des investigations, et c'est vrai que le problème est énorme et on le vit quotidiennement, tu fais bien. On le rajoutera sûrement dans un deuxième temps. N'oubliez pas la femme. C'est toi, Richard, qui dis ça? Toi, le spécialiste? C'est un micro, le problème c'est que nous, quand on a... Non, micro. Le grand problème, c'est moi qui, malheureusement, mais je m'en suis pas occupé, Emmanuel Chartier-Caster est pas là. Le grand problème, si tu veux, c'est que, mais là on est dans un domaine un peu différent, mais quand on s'intéresse essentiellement aux paraplégiques, chez l'homme, il bande pas. Et donc finalement, on s'est intéressé, notamment la Pitié, je sais pas si François Richard est là, enfin la Pitié, oui. Emmanuel Chartier et d'autres, c'est eux qui ont été donc en relation avec Garches pour justement la prise en charge, enfin tu connaissais ça mieux que moi, les blessés médulaires, l'érection, etc. Pas tout à fait le même problème, mais je veux dire par là, je me suis aperçu dans la spécialité que j'avais qu'on ne s'occupait pas du tout de la sexualité des femmes paraplégiques. Et donc je pense que si un jour vous vous occupez plus de ces fonctions érectiles chez l'homme et peut-être orgasmiques chez la femme, je ne sais pas comment il faut dire, parce que c'est quand même une forme d'érection, il y a peut-être de ne pas les oublier. C'était mon seul commentaire. Donc dans le DU, surtout qu'on est à l'époque, et je vois que comme d'habitude, il n'y en a qu'une. Je m'excuse de me tourner toujours vers toi, mais qu'on est à une époque où il faut s'intéresser également à ce problème chez la femme, et la sexualité féminine paraplégique et traumatique. Alors, bon voilà, c'est évident, on va en parler pendant 2 heures. Tu sais bien, quand on avait monté cette séance sous ta présidence, on avait inclus le problème de la sexualité féminine, mais ça n'est pas ma compétence, et ça serait une étendue. Déjà, il y a beaucoup de boulot, et ça va être difficile d'inclure les femmes. Mais on inclut les femmes dans l'enseignement, ce qui est très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien.